CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. Exactement 16h35 minutes. Nous avons avec nous en ligne Dr Chalmers Larose. Il est co-directeur de l'Observatoire sur les Amériques et chargé de cours à l'UQAM. Bon après-midi, Dr Chalmers. Bon après-midi, Ernest. Comment ça va? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, docteur. Alors, dans ce cas-là, mais quand ça va mal, j'ai besoin de mon docteur, justement. Docteur Larose, dites-nous, ça va vraiment mal avec Donald Trump qui annonce son retour avec tambour et trompette. Naturellement, il doit y avoir des étapes à traverser, mais il dit que s'il redevient président des États-Unis, eh bien, l'OTAN ne l'aura pas facile, n'est-ce pas? Et pour les pays qui ne payent pas leur juste part à l'OTAN, ben, ça risque d'être laissé en pâture à la Russie. C'est une très drôle de façon de faire une présentation pour dire à ces pays membres de l'OTAN de payer le 2%. Vous trouvez pas, professeur? Bon, il s'agit d'une déclaration qui a soulevé beaucoup de controverses, en effet. Mais il faut bien comprendre le problème, c'est qu'il y a un débat au sein de l'OTAN à savoir exactement c'est quoi la vraie nature de l'OTAN. Est-ce que c'est une organisation dont la mission est de faire de la générosité ou de la protection gratuite ou de la sécurité, disons, de type bénévole, ou encore c'est une organisation dont les membres ont une valeur égale et contribuent de manière égale à l'orientation stratégique et en même temps à la responsabilité financière. Donc ça, c'est un problème qui a été déjà soulevé par la présidence Trump lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2016. Et cette question-là relève d'une discussion et on n'en s'en sort pas parce que la question de base, c'est comment parvient-on à financer la mission de l'OTAN, qui a une mission d'abord, qui est une alliance militaire. Donc, parce que tous les pays membres de l'OTAN, il y a en ce moment 30 pays membres de l'OTAN. Normalement, à partir de 2014, le dernier sommet de Bucarest, il était prévu que chaque pays membre contribue à hauteur de 2% de son produit intérieur brut au budget de l'OTAN. Et jusqu'à présent, remarquez bien, c'est seulement 11 pays qui réussissent à contribuer à hauteur de 2% de leur budget, de leur produit intérieur brut. Donc, ce que dit Donald Trump, c'est que ça fait l'objet de discussions. La question qui soulève beaucoup de débats, c'est le fait de savoir est-ce que le non-paiement par un pays membre de sa contribution à l'OTAN constitue un obstacle à venir au secours de ce pays-là, advenant une attaque éventuelle par un pays tiers. Mais au-delà de cette possibilité, l'attaque, parce que la Russie aurait beaucoup de fronts à attaquer un pays membre, même si le pays est en défaut, et puis le défaut du pays reste au sein de l'organisation, personne n'a besoin de savoir que le pays est en défaut de payer sa juste part, etc., etc. Et au-delà de tout ça, c'est quand même une organisation de défense pour
tous ces pays-là. Et c'est quand même une situation de guerre que le monde est en train de vivre, n'est-ce pas, de la Russie qui menace justement de s'en prendre à tous ces pays d'Europe ou proches, n'est-ce pas, anciennement dans la Russie, etc., et la plupart qui n'ont jamais été dans la Russie soviétique. Professeur, c'était une déclaration mal à propos, malvenue, non? Oui, c'est tout à fait. C'est une déclaration qui arrive à un moment. Je pense que le timing a été mal pensé, mal exploré. Donc, c'est une déclaration qui est contre-productive, en effet. Mais la question de fond, c'est-à-dire la paranoïa occidentale en ce moment, concernant une hypothétique attaque de la Russie envers un pays membre de l'OTAN, il n'y a rien qui prouve que c'est le cas en ce moment. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est dans le portrait en ce moment. Même cette hypothèse d'une attaque éventuelle de la Russie envers un pays, je ne pense pas que cela pourrait être assujetti à une question de si ce pays-là est un passager clandestin au sein de l'OTAN. Ce que j'appelle ici passager clandestin, un pays, par exemple, si on prend un pays comme Haïti qui ne paie pas ses droits à l'ONU, etc., mais l'ONU rentre en Haïti quand même. Donc, vous voyez un peu la situation. Donc, il y a ce qu'on appelle une responsabilité hégémonique, un leadership américain à préserver dans le monde. Et je pense que, et aussi, les États-Unis, c'est le pays défenseur du monde occidental, c'est-à-dire le défenseur des pays européens blancs. Donc, c'est le défenseur, c'est le leader. Donc, il y a des responsabilités à assurer de la part des États-Unis envers ces pays-là, dont il a pris le leadership à partir de 1945. Et naturellement, c'est peut-être l'occasion de parler de cette nouvelle politique, peut-être que Donald Trump a remise à l'honneur, l'isolationnisme par rapport à la politique d'ouverture des Américains depuis 1945, comme vous l'avez dit, mais vous l'avez aussi mentionné, que pour diriger le monde viennent des responsabilités avec tout ça, là. Oui, c'est la responsabilité de l'hégémon, c'est-à-dire le pays qui se porte, disons, comme garant de certain nombre de choses. Personne n'a appelé les États-Unis à prendre ces responsabilités-là. C'est-à-dire c'était son ambition stratégique et hégémonique qui l'a porté à prendre ce leadership-là. Et je suppose que ce leadership-là lui a apporté des bénéfices au fil des années. Maintenant, ce qui arrive, et c'est ça aussi la vraie question, c'est-à-dire que les États-Unis sont arrivés à un moment où ils ne peuvent pas tout seuls assurer ces responsabilités-là. Du point de vue de Donald Trump, ça doit être une sorte de responsabilité partagée, où il y aurait une plus grande contribution financière de la part des pays qui sont sous protection américaine, c'est-à-dire les pays européens. Le problème qui s'est posé, c'est qu'à partir de 1989, avec la chute de l'Union soviétique, ces pays européens-là ont arrêté d'investir ce qu'on appelle dans leur défense militaire, dans leur protection militaire. Il y a eu un désinvestissement de la part de ces pays-là pour répartir ce budget-là dans les dépenses sociales, etc. Donc, les budgets militaires de ces pays-là sont absolument pauvres. Il faut rétablir cela. Et ces pays-là, jusqu'à présent, n'arrivent pas à rencontrer les exigences faites par l'OTAN à ce sujet-là. Donc, c'est un débat interne à l'OTAN, interne au monde occidental. Ça ne concerne pas le monde. Mais je reviens à l'isolationnisme de Donald Trump, prôné par Donald Trump. Est-ce que vous croyez qu'il s'agit, parce que Donald Trump a fait quand même une première expérience en 2016 jusqu'en 2020, il a retiré les États-Unis au moins d'une institution de l'ONU et les États-Unis sont revenus
à cette institution-là. Est-ce que Donald Trump, lorsqu'il parle de faire de l'Amérique, faire en sorte que l'Amérique retrouve sa grandeur, est-ce qu'il pense sérieusement que la grandeur signifie ne pas avoir un rôle prépondérant dans le monde? Bon, il faut d'abord préciser une chose. Il n'y a pas d'isolationnisme américain et ça n'a jamais existé depuis la naissance même de ce pays-là. C'est tout simplement un prétexte pour une sorte de paravent pour exprimer une politique étrangère qui est éminemment agressive et expansionniste aussi dans sa fondation même. Maintenant, en ce qui concerne la place des États-Unis dans le monde et la position, la conception, je dirais, de Trump de la politique internationale, c'est une conception éminemment transactionnelle. Ça veut dire qu'il conçoit la politique internationale, il conçoit ses relations avec les autres leaders comme un chef d'entreprise qui négocie avec un autre. C'est très transactionnel, c'est vous me donnez, je vous donne, je ne peux pas vous donner gratuitement. Donc il faut qu'il y ait un retour d'ascenseur quand il négocie avec nous. C'est pour cela qu'il met l'emphase sur cette question que les pays européens doivent absolument contribuer à leur défense. Il n'appartient pas aux États-Unis de défendre ces pays-là gratuitement il ne voit pas nécessairement le bienfait stratégique d'une telle responsabilité. Est-ce que c'est de l'hypocrisie, professeur? Quand je regarde ce qui se passe en Ukraine, cette guerre en Ukraine, quelle que soit l'issue de la guerre, il est à peu près sûr qu'il y aura une reconstruction de l'Ukraine. Il est à peu près sûr que les pays de l'OTAN vont contribuer majoritairement à reconstruire l'Ukraine. Il est à peu près sûr que c'est les États-Unis qui seront les premiers pays à vouloir reconstruire et se donner de l'ouvrage. Donc, on détruit, on reconstruit et on fait de l'argent. On est en guerre, on vend des armes, on en fait cadeau, mais ce n'est jamais trop des cadeaux qu'on fait à l'autre, etc. Et tout ça fait la grandeur des États-Unis, non? Bon, écoutez, les États-Unis, la question, à mon avis, c'est pas nécessairement la déclaration de Donald Trump, c'est qu'est-ce que les Européens font pour parvenir à une sorte d'autonomie en matière de défense. Qu'est-ce que les Européens font, qu'est-ce qu'ils devront faire pour développer un concept stratégique autonome. Ce n'est pas nécessairement la déclaration de Donald Trump, c'est vous, Européens, qu'est-ce que vous faites pour assurer votre propre défense? Est-ce que vous allez laisser reposer votre défense entre les mains des États-Unis d'Amérique ou vous allez développer un concept stratégique autonome et chercher à construire une défense commune qui soit tout à fait crédible pour faire face à des enjeux et à des menaces éventuelles. C'est ça la vraie question, ce n'est pas une question de déclaration de Donald Trump. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ce n'est pas la première fois, vous ne l'avez pas inventé, on s'entend, que les Européens, face à toutes ces hésitations, qu'on a commencé à avoir surtout sous un gouvernement de Donald Trump, le premier, n'est-ce pas? Le premier, j'espère le seul, et que les Européens ont commencé à se poser la question. Et à partir du moment où la question se pose véritablement, ça suppose que les États-Unis resteront en dehors de l'OTAN éventuellement, et les États-Unis n'aimeront pas ça, être seuls dans son coin. Oui, parce que depuis la présidence d'Obama, les États-Unis d'Amérique ont enclenché ce qu'ils appellent une sorte de transfert stratégique, c'est-à-dire le regard des États-Unis n'est plus un regard transatlantique, mais il est beaucoup plus, ils veulent faire face à la menace que représente la Chine. Donc, il
il est difficile pour les États-Unis de financièrement et je dirais matériellement de faire face à ces deux menaces-là en même temps, c'est-à-dire à la menace que représente la Russie en Europe et à la menace que représente la Chine dans le Pacifique. Ce que les États-Unis et surtout ce qu'une présidence Trump requiert, c'est que les Européens participent davantage à leur défense en Europe et que les États-Unis pourraient contribuer davantage et regrouper ces moyens pour faire face à la Chine dans le Pacifique. Alors c'est ça la vraie question et on ne sait pas exactement comment cela va finir. C'est donc à suivre. Dr Charles Meurthe-Larose, co-directeur de l'Observatoire sur les Amériques et chargé de cours à l'UQAM. Bon après-midi et merci beaucoup, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est un plaisir, toujours. Merci, merci. À bientôt. Au revoir.